en théorie et selon toute vraisemblance de stratégie, l'investisseur va continuer d'acheter parce qu'il achète du coup un investissement qu'il juge bon, pertinent, qui est sous-évalué par le marché en ce moment. Et donc, le marché ne voit toujours pas la valeur de ce projet, le prix descend et moi, ça me permet d'en accumuler encore plus. Ça vient complètement en opposition avec la règle numéro 1 du trader qui dit achète quelque chose qui monte et sort de quelque chose qui descend. Peut-être qu'il y a quand même un truc, mais j'ai l'impression que tant que fondamentalement il n'y a pas eu de changement, un investisseur va continuer d'acheter un projet qui baisse en valeur, alors qu'un trader, lui, va plutôt, il va avoir un stop loss technique, il va dire ok, si ça descend plus bas, moi c'est invalidé, je n'y crois plus. Et puis si de l'autre côté j'ai un breakout, j'ai du volume, on est sur des plus hauts historiques. J'ai envie d'acheter parce que je vais trader le flux, je vais trader le momentum et je vais m'exposer sur quelque chose qui monte. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Balado 3.0. J'espère que vous allez bien. Et puis aujourd'hui avec moi, comme d'habitude, mes fidèles acolytes François et Christian. Comment ça va les gars ? Ça va super bien. Super Julien. Et toi ? Super, ça va très bien, merci. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors, on avait mis en place une structure d'épisode, donc on va essayer de s'y tenir. Et je vous tease déjà en avance le sujet du jour, ce sera investissement versus trading. Donc, si ça vous intéresse, restez bien jusqu'au bout de l'épisode. Et puis, petit appel à l'action dès maintenant. On vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, à nous mettre un like sous la vidéo si vous aimez le contenu de cette chaîne, tout simplement. Alors, on va commencer par une petite analyse des marchés. François, notre analyste en chef, qu'est-ce qui se passe, putain ? Moi, je comprends pas. Il y a le SP500 qui est sur un plus haut historique. On a Nvidia, Broadcom qui sont pareils sur des plus hauts historiques et les altcoins sont en train de se faire dérouiller sévère. Donc, est-ce que toi, tu as une théorie derrière tout ça ? Alors, d'ailleurs, ça va faire appel aux informations qu'on veut donner dans l'idée générale de ce podcast en termes d'investisseurs et traders. C'était le début de notre conversation. Moi, ce que je trouve là sur les marchés qui sont en train de se mettre en place, c'est on va dans l'exagération optimale de une décorrélation entre les valeurs tech ou les valeurs spéculatives, on va dire, par rapport aux valeurs plutôt value. Donc en fait, on a un marché aussi bien traditionnel que crypto-monnaie où on voit tous les marchés. Alors là, en l'occurrence, pour le coup, sur la crypto-monnaie, on commence à sentir même que les crypto-monnaies un peu plus spéculatives ont pris une claque. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme en termes d'élastique tiré. On voit les Magnific 7 sur le SP500 qui sont toujours de plus en plus hauts et on n'a toujours pas un indice qui représente l'indice SP500 finalement est représenté par cette valeur. Donc c'est un peu étonnant. Il y a 500 valeurs comme dans le SP500, son nom l'indique. Donc c'est ça. Donc il y a un moment donné là, c'est toute la question que je me pose, c'est jusqu'à quand on va pouvoir tirer la corde comme ça sur ces 7 valeurs. Et pareil dans le domaine de la crypto, on voit un marché qui est assez spéculatif avec énormément de meme coins qui prennent une part importante sur le marché, même si là il commence à se faire dérouiller. On sent quand même qu'il y a une appétence des investisseurs pour ce type de crypto-monnaie et au final tout le reste prend aussi cher. C'est ça qui est intéressant à regarder, c'est-à-dire que là, on a un marché qui baisse, on a ce marché spéculatif qui commence à descendre, mais on a toujours le reste des altcoins qui descendent. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. On regarde même plus les projets en tant que tels. Tout prend une claque tout qui descend en même temps. Il y a tout qui descend. Donc, ça me pose question jusqu'à quand, en fait, on va pouvoir jouer ce jeu-là. Parce qu'il y a des valeurs qui ont quand même du sens.
pour moi, qui ont un intérêt technologique pour les prochaines années dans le domaine de la crypto, quoi, qui sont là pour pouvoir résoudre certainement le trilemme de la blockchain, que je rappelle rapidement. Pour se le rappeler, c'est SSD, donc scalabilité, sécurité et décentralisation. Donc ces trois problématiques-là, actuellement, on a des technologies qui sont en train de se mettre en place, des réseaux qui sont en train de se mettre en place, qui normalement devraient être amenés à répondre à ce problème. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on s'en fout. On s'en fout de ce problème-là. On va chiller des tokens à tête de chien. Et en fait, on n'a pas énormément d'investisseurs sur le marché cohérents. Et c'est ça que là, je remarque actuellement. La cohérence du marché n'est pas présente. Ouais, clairement. Christian, tu veux réagir ? Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de rester succinct. Je pense que, en effet, il y a des belles choses qui sont mises en avant par les 7 magnifiques. Ça montre des nouveaux sommets, plus sur le marché traditionnel pour le coup. Et c'est vrai que maintenant, avec les ETF, surtout sur Bitcoin, en attendant la validation complète d'Ethereum, on est de plus en plus sur un marché crypto qui est influencé par le marché traditionnel. On le voit quand il y a des grosses entrées, ça va vraiment faire jouer le marché crypto, et on remarque souvent que quand il y a une hausse sur les marchés traditionnels, ça fait pas forcément monter le marché crypto. En revanche, quand il y a une baisse, à quasiment coup sûr, ça va l'influencer. Et c'est vrai que du coup, je pense que là, on est dans un range, clairement, depuis plusieurs mois maintenant. Donc, ce qui dit range dit aussi ennui. Et là, je pense qu'on arrive à un niveau de capitulation, voilà, c'est ça. C'est pas le même. On arrive à un niveau de capitulation de la plupart des investisseurs qui sont allés chercher de la liquidité à défaut d'en avoir sur des projets, comme tu dis François, un peu plus value, sur des têtes de chien, parce que c'est là où il y a de la volatilité, c'est surtout les mêmes coins, malheureusement. Et donc du coup, on se retrouve un peu là-dedans. Et avec, j'imagine aussi, c'est ce que j'ai pu comprendre en prenant un peu le pouls du marché, il y a des manipulations des institutionnels qui apparemment rentrent sur des futurs sur Bitcoin. Moi j'y connais pas très bien, mais François peut-être tu pourras plus expliquer, ou Julien. Apparemment il prend une position en long ou en short sur les futurs, et puis il le back avec un hedge en achat sur le marché. Enfin bref, ce qui fait qu'en fait à la fin ils moyennent leur position. Et après, il y a toujours un petit delta entre les futurs, si vous faites le CME Bitcoin et le Bitcoin en dollars. Et donc le CME apparemment il s'arrête les vendredis, et puis après par contre le marché crypto traditionnel il continue le week-end. On voit des petites différences, et il y a un gap, et des fois ça fait quand même des gros gaps. Je voyais c'est sur un graphique, c'était assez intéressant de voir ça. Et donc du coup que les grosses institutions qui y vont avec des gros portefeuilles peuvent se faire facilement à chaque hausse et baisse pendant le range. À chaque fois ils vont pouvoir prendre un petit multiple intéressant de différence. Et donc du coup si on prend pour acquis à chaque fois que ça monte, ou à chaque fois que ça joue sur la psychologie, et eux ils s'amusent avec ça en fait. Donc je pense qu'il y a ça aussi peut-être à prendre en considération. Ouais, c'est clair, c'est une forme d'arbitrage en fait, c'est du trading de spread. Voilà. Après, en fait, c'est intéressant de voir quand même que malgré le nombre d'altcoins qui ont été créés dans les dernières années, on a doublé par rapport, mettons, au dernier cycle, je crois que c'est plus que ça. Bitcoin, en fait, je trouve qu'il est vraiment solide, et en termes de domination, ou de dominance plutôt, il est toujours très très solide. On est à 55% je crois en ce moment. C'est impressionnant. Alors c'est sûr qu'on sait que la liquidité elle est arrivée essentiellement sur Bitcoin avec les ETF spot, mais c'est vraiment en tout cas impressionnant à voir. Et puis si tu regardes vraiment le graphique de Bitcoin finalement en hebdomadaire ou en mensuel, il y a vraiment rien d'alarmant en fait. Il est tranquille dans son range, il est en train de consolider avant de pouvoir aller chercher plus haut. Il y a vraiment, à mon avis, aucune inquiétude à avoir pour l'instant d'un point de vue technique et graphique, mais les altcoins sont en train de se faire effectivement bien claquer.
Et je pense que c'est sain d'une certaine façon parce que en fait on a vu des choses que normalement on voit beaucoup plus tard dans le cycle. Donc on parlait des meme coins tout à l'heure, ou qu'il y ait autant de stars en ce moment qui sont en train de créer, c'est ça, leurs propres jetons et tout. Ça c'est des trucs qu'on voit beaucoup plus loin. Donc on a un espèce de paradoxe où d'un coup on voit ces choses-là. Alors que le cycle, on devrait en être à peu près au milieu, puisqu'on a marqué un nouveau plus haut sur Bitcoin, mais à peine en fait, hein, on s'est pas vraiment affranchi complètement de cette résistance-là. Ethereum, on n'a toujours pas touché l'ATH, même en market cap, on n'est pas encore de retour sur les ATH. Et donc tu vois, d'un côté, on a ça, mais en même temps, on sait que les retail investors sont pas encore arrivés. Ou du moins ceux qui ont commencé à arriver là, à mon avis, en ce moment, ils doivent se chier dessus. Je vois ma timeline en ce moment sur X, elle est mais rouge de chez rouge. Tout le monde flippe. Et même les vieux de la vieille, hein, j'en vois plusieurs qui sont en train de quasiment changer de discours. Donc moi, ça me fait penser d'un point de vue psychologique là qu'on a atteint un plus bas. Mais bon, quand je regarde les graphiques, ça a l'air de vouloir encore continuer à descendre. Donc personnellement, moi, je hold mes positions. Et d'ailleurs, ça va nous amener sur le sujet du jour. Trading versus investissement, en fait, c'est des comportements qui peuvent amener à des actions différentes. Et je voulais, en fait, on en a parlé ensemble la semaine dernière. Et on s'est échangé de longs messages vocaux. Et finalement, on s'est dit, on aurait dû en parler dans le podcast. Je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Donc, on va essayer de recréer cette espèce d'engouement qu'on a eu parce qu'on était très sanguin, on va dire, dans nos échanges. Donc là, on va pouvoir reposer un peu la table donc du coup, pour ceux qui nous écoutent, on va peut-être essayer déjà de définir c'est quoi ces termes-là parce qu'on les entend souvent. Quelle est la différence, François, selon toi, entre un investisseur et un trader ? Alors, pour moi, ça va être l'horizon de temps, principalement. Pour moi, l'investisseur, il va avoir plusieurs points à regarder, comparé au trader qui, lui, va regarder principalement qu'une chose, ça va être son graphique. L'investisseur, lui, il va avoir un horizon de temps plus long et il va regarder aussi bien une analyse fondamentale qu'une analyse aussi technique, potentiellement. Mais il n'est pas obligé de le faire. Le trader, lui, va vraiment se positionner que sur ses graphiques principalement. Potentiellement, il peut ajouter aussi du fondamental, mais ça restera quand même très, j'ai envie de dire, léger. Techniquement, toute l'information est donnée à travers le graphique pour un trader. Après, tout dépend encore. Il y a toujours des nuances puisqu'il y a des traders qui vont dire moi je vais trader d'une certaine manière et donc du coup ils vont peut-être ajouter des informations beaucoup plus spécifiques à leur trading comme la géopolitique ou des notions de news ou des choses comme ça. Mais il faut comprendre quand même si on doit un peu caricaturer, on va avoir techniquement le trader, c'est celui qui est devant ses écrans tout le temps en permanence, et l'investisseur, c'est plutôt le bon père de famille le dimanche qui regarde son journal et qui va regarder les actions profitables, les actions qu'il connaît, les entreprises dans lesquelles il a finalement envie d'investir parce que ce sont des entreprises qui ont de la valeur selon lui, à ses yeux. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux points déjà qu'il faut en tout cas bien différencier. Ouais, non, absolument. Donc c'est sûr qu'il y a effectivement donc des déclinaisons, mais je suis d'accord avec toi pour dire que c'est d'abord une question d'horizon de temps. Et après, de façon générale, en fait, je pense que un trader ou un investisseur va toujours chercher à avoir un edge sur le marché. Donc un edge, c'est tout simplement un avantage. Ça peut être un avantage d'une connaissance particulière. Ça peut être, par exemple, même un retail investor. Il a un avantage sur les gros hedge funds, c'est qu'il est beaucoup plus mobile, par exemple. Il n'est pas obligé de déclarer ses positions. En fait, peu importe comment on se positionne sur le marché, on a toujours d'une certaine façon un avantage, mais après c'est de capitaliser dessus. Et j'ai l'impression que les investisseurs, eux, leur avantage souvent ça va être dans la connaissance et dans la recherche de valeur. En fait, ils vont avoir des modèles qui sont en place, ça peut être... Alors après, comme tu dis, toi tu penses à père de famille, c'est drôle, moi quand je pense à investisseurs, je pense plutôt à des gros fonds de gestion, à des équipes avec des ingénieurs, des mecs avec des ressources informatiques extraordinaires. Et je pense beaucoup moins au bon père de famille, même si tu as raison, en vrai, c'est un investisseur. En fait, pour moi, tu as deux visions de l'investisseur. Tu as l'investisseur pro et puis tu as l'investisseur... Donc pro, quand je dis pro, pour moi, c'est celui qui veut battre le marché. D'accord ? Sauf qu'on a pu remarquer avec beaucoup de statistiques que battre le marché, c'est quelque chose de très compliqué. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas forcément impossible de battre le marché, c'est juste qu'on va avoir une notion de risque associée au fait de battre le marché.
Et cette notion de risque est très très importante. C'est-à-dire que si je bats le marché mais que je prends un risque 2 fois plus important que si finalement je faisais la performance moyenne du marché, et ben c'est pas très intéressant pour disons un investisseur classique en sens terme où lui ce qu'il veut c'est pas prendre de risques. D'accord ? Donc de base, toutes les notions d'investissement long terme montrent que l'investissement indiciel est beaucoup plus intéressant qu'un investissement stock picking, un investissement actif par des fonds de gestion. Donc souvent, moi, je vais parler d'investisseurs en effet comme un bon père de famille parce que malgré tout, on se rend compte que de plus en plus sur les gestions de fonds, en fait, ils vont prendre des portefeuilles de fonds indiciels. Et au final, ils vont faire à peu près la même chose qu'un bon père de famille ferait sur les marchés. Parce que les résultats, ils sont là. 80% des... je crois que c'est à peu près la stat, hein, 80, entre 70 et 90, on va dire, % des fonds de gestion actifs sont clairement perdants. Il y avait même une expérience qui avait été faite avec des chimpanzés, et les chimpanzés faisaient mieux que les fonds de gestion actifs. Mais encore une fois, attention, il y a la notion de risque qui est associée. C'est-à-dire que par rapport à un risque qui est le risque du marché classique. C'est-à-dire que si je prends plus de risques, bien sûr, je peux battre le marché. Ça, il n'y a aucun problème. C'est ça. Ouais, en fait, c'est difficile à comprendre. Ça, hein. Ce point, il est crucial, hein, parce que les gens pensent que du coup, on peut pas battre le marché. Si on peut battre le marché, c'est juste qu'on va prendre plus de risques que le marché lui-même. C'est-à-dire, si je prends un indice SP500, mon risque, il a, je sais pas, il va être de temps. C'est-à-dire, je vais avoir un max drawdown sur ma stratégie qui va être de l'ordre de 80% sur les pires crises, 30% sur des crises déjà importantes, 10% sur des crises anodines, des retracements classiques sur le marché. Ça, c'est des choses que l'investisseur de base doit valider sur un investissement. Je prends un SP500, je le hold. Donc, si techniquement, je veux juste moyenner la performance du monde, pour le coup, là, les États-Unis, c'était quand même la plus grosse puissance sur les 70 dernières années. Donc, c'est normal de prendre le SP500. Si on veut regarder le monde, on peut prendre le MSCI World comme ETF. Si je me positionne sur ces indices-là, je vais pouvoir performer à 7-8% par an en moyenne. Et donc, cette performance par rapport à ce risque, je le connais. Donc après, je peux très bien avoir des investissements plus risqués, mais qui me rapporteront du coup plus de performance. C'est bien que ce soit clair. Là, tu viens de dire un point important. Donc, c'est au-delà des différences, il y a des objectifs communs. Et un trader et un investisseur veulent tous les deux battre le marché. Donc, comme tu dis, c'est important de le comprendre. Moi, par rapport à la crypto, je dis souvent, si tu achètes autre chose que du Bitcoin, sachant, et on part du principe que Bitcoin, c'est le plus safe, tu veux battre Bitcoin, sinon ça n'a aucun intérêt. Tu t'exposes à une performance moins bonne pour plus de risques. C'est le même principe. SP500, ça serait un peu le Bitcoin, on va dire, du marché classique. Et finalement, tu as deux outils à ta disposition. Le premier, ça va être un jeu de concentration / diversification. Donc, tu vas pouvoir concentrer ton capital sur certaines parties. Donc, comme par exemple, tu disais, les gens qui s'exposent plus sur le SP500 par rapport au MSCI World, justement, c'est parce qu'on sait que sur tous les pays, c'est les États-Unis qui surperforment le plus. Donc, on peut avoir une concentration de capital sur le SP500 plutôt que sur le MSCI World. C'est moins diversifié, mais c'est plus concentré. C'est concentré sur, en tout cas pour l'instant et historiquement, quelque chose qui performe mieux. Donc, tu vas aller chercher plus de performance. Est-ce que ton risque est plus grand ? Oui, potentiellement. S'il y a un défaut du gouvernement américain, alors que le MSCI World, si tu as les États-Unis qui se pètent la gueule, on peut imaginer que les capitaux vont peut-être aller vers d'autres pays et donc du coup, ça devrait compenser un peu ta perte d'une certaine façon. Donc ça, c'est le premier levier sur lequel les traders et les investisseurs peuvent jouer. Et le deuxième, c'est tout simplement, on va dire, la temporalité, la possibilité de rester exposé sur le marché ou d'en sortir. En fait, donc entre concentré, diversifié, et après, est-ce que je suis dans le marché ou est-ce que je n'y suis pas ? Et le trader, je pense qu'il va encore plus jouer avec cet aspect-là parce qu'il va vraiment essayer de
timer ses positions. Le timing, il est particulièrement crucial quand on va être sur des horizons de temps beaucoup plus courts, parce qu'en investissement long terme, si tu fais du DCA, tu essaies de rentrer dans un marché qui est bas et plutôt horizontal, après ça, bah bon, t'as peut-être pas timé le bottom, tu timeras peut-être pas le top non plus, mais globalement, tu vas faire de l'argent. Mais si tu es sur du trading, en fait, tu vas jouer avec ce qu'on appelle l'effet de levier, d'une façon ou d'une autre, en fait. Même si tu achètes en spot, en fait, ce que tu fais, c'est que tu investis une partie de ton capital et tu espères essayer de capter finalement les hausses et les baisses du marché. Donc, tu essaies d'être exposé sur un maximum de hausses, par exemple, si tu es à l'achat, et d'être sorti ou de shorter sur les baisses. Donc, forcément, ça demande un peu plus de technicité, un peu plus de suivi. Par contre, il y a d'autres avantages, c'est que tu peux être complètement sorti du marché et si c'est le cas, le marché, mettons, on partirait là en bear market, un trader qui est sorti parce que ses stop loss se sont fait péter, pour l'instant, il est plus dans le marché. Là, le marché peut baisser, il attend à nouveau des signes de retournement pour remonter dans le train, entre guillemets, alors qu'un investisseur qui, lui, reste long sur un marché, lui va vivre avec ses up et ses down, quoi. Globalement, c'est pas mal ça. Ouais. J'ajoute un point que tu viens de dire qui, je pense, est important parce que l'investisseur, de base, il peut trouver ça lunaire, la conversation qu'on a, surtout sur le point de se dire, en fait, je veux faire mieux que le marché. Dans le sens où, je vais prendre l'exemple, ça va parler, je pense, à beaucoup de gens de l'immobilier. L'immobilier bon père de famille, la plupart des gens vont dire je vais chercher du 4-5% par an, c'est déjà très très bien. Et encore 4-5%, c'est maintenant avec l'inflation qu'on a, quoi. Avant c'était plutôt 2-3% en immobilier, je suis content, quoi. Je vais même pas chercher de la rentabilité finalement avec mon bien tout de suite, je vais plutôt attendre dans 20 ans. Donc ça c'est la vision classique finalement de l'investissement. Et nous, dans notre conversation là, on veut l'excellence. On essaye d'être dans le A+, dans le côté où qu'est-ce qu'on peut faire de mieux par rapport à ce qu'on connaît. Et donc, si je reprends le parallèle avec l'immobilier, si je suis capable de faire de l'immobilier à 10, 11, 12%, je vais le faire. Je vais me permettre d'apprendre les bonnes règles, je vais me former, je vais apprendre à gérer tous les points différenciants sur l'immobilier pour réussir à aller chercher du 10-12% plutôt que du 4-5%. Et ça, c'est important, c'est la même chose sur les marchés financiers. On peut en effet juste se poser et c'est déjà très bien et c'est beaucoup mieux parce que ce qu'il faut voir, c'est la comparaison entre l'investissement dans l'immobilier, la différence entre aller chercher du 4-5% et du 12%, il est important. Mais c'est pas aussi important que l'investissement sur les marchés financiers, dans le sens où, alors je veux bien être clair, je reprends ce point-là parce qu'il est important. Sur les marchés financiers, en fait, aller chercher du 8-9% avec de l'indiciel, c'est quelque chose qui est assez simple, d'accord ? Mais par rapport à ce que font les gens, c'est déjà un fossé énorme. Surtout les Français ou les personnes qui ont aucune éducation financière. C'est-à-dire les personnes qui vont aller chercher juste un livret A, faire du 8-9% sur les marchés, il y a un fossé de dingue en termes de performance. C'est-à-dire que si tout le monde faisait ça déjà, enfin si une bonne partie des gens faisaient ça sur leur épargne, ça serait totalement différent en termes de positionnement sur sa performance. Il y aurait un vrai delta. Moi, je vois bien que là, il y a quelque chose, en fait. En fait, ça, pour le particulier, il y a un point essentiel ici qui est de bien comprendre que investir sur les marchés financiers, déjà, c'est la base. Et ensuite, parce que ça nous paraît beaucoup plus cohérent d'investir dans l'immobilier, vous voyez ? C'est quelque chose qui est plus cohérent. Donc, aller chercher du 3-4% avec de l'immobilier, on va dire, oui. Je parle encore une fois pour les Français, majoritairement. Ouais.
pour les Français, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très ancré. On veut atteindre la propriété. C'est pas forcément un investissement en tant que tel avec du locataire, mais on veut avoir notre maison à nous. Et ça, c'est un investissement à proprement parler. Et donc, d'aller chercher du 3-4%, c'est quelque chose qui est plutôt classique. Donc, quand on dit à quelqu'un, tu peux aller chercher du 12%, dans sa tête, il se dit, ok, pourquoi pas. Si là, on dit le même discours. Tu parles sur l'immobilier locatif ? Ouais, pour l'immobilier locatif. Moi, je pense pas que malgré tout, ça soit la majorité des gens. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent une RP et ils se disent globalement, mon bien immobilier va s'apprécier, je donne pas de l'argent. Mais c'est ça que je dis, c'est là où tu vas passer de 3-4% à 12%. Voilà, ok. Donc 3-4%, tu fais une RP, voire même du locatif. Hein. Ça se trouve, il y en a, tu sais, je te dis, ils se prennent pas trop la tête. C'est la majorité des gens. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens... Non, mais dans les investisseurs, tu as une grosse partie des investisseurs. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup de personnes qui va à l'achat de l'IMO. Et en plus, ceux qui achètent de l'IMO, parfois, ils vont pas s'emmerder à faire du 10%. Ils vont, parce qu'ils connaissent pas ils connaissent pas les règles du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont juste acheter, louer le bien à peu près au niveau du marché. Et ça va leur rembourser une partie de leur crédit, mais pas la totalité. Et puis, ils vont dire, j'ai fait une opération immobilière, je fais quelque chose de à peu près rentable. Mais au final, il est pas rentable maintenant, il est rentable dans 20 ans, le gars. Tu vas faire un peu mieux que si c'est de la RP, mais tu vas pas faire non plus un truc de dingue. Okay. Et mais après, tu peux améliorer sur le 10-12%. Le 10-12%, là, tu vas aller chercher beaucoup plus loin. Et ce que je veux dire, c'est que cette notion d'aller chercher 12% sur de l'IMO, c'est beaucoup plus facile à le faire entendre à quelqu'un qui a déjà une notion de se dire, je peux faire du 2-3% avec l'immobilier. L'immobilier, ça existe. J'ai conscience que c'est un investissement. Je peux faire de l'argent avec l'immobilier. Si tu lui dis, tu peux faire du 12% avec l'IMO, il va plus être conscient que c'est possible. Que quand tu commences à lui dire tu vas faire du 15-20% sur des marchés financiers, là il va dire mais attends, tu délires là. Tu vois ce que je veux dire? La différence est très importante. Je sais pas si la parenthèse elle est essentielle. On a peut-être un peu dérivé, mais on a peut-être un peu de risque. Mais il y a une notion de risque. Il y a une notion où je pense que dans notre conversation, tu vois, genre il y a un côté où l'investisseur, il peut avoir peur d'une certaine manière des marchés financiers par rapport à ce qu'on vient de dire. Je pense qu'il y a une question de risque perçu. En fait, je pense que il y a beaucoup de gens en fait qui perçoivent l'immobilier comme un investissement qui soit pas risqué. Parce que tu dis, les gens ont toujours besoin d'avoir un toit au-dessus de la tête. Globalement, surtout en France, on est sur un marché qui est quand même stable. Il y a des lois qui me protègent, etc. Mais en vérité, il y a un vrai risque à investir en immobilier. Faut pas l'oublier. Bien sûr. D'ailleurs, on en parlait avec un des auditeurs de la chaîne sur le canal Discord. D'ailleurs, petit appel à l'action, le lien est en description. Et lui-même disait attention, il y a plein de gens qui perdent de l'argent avec l'immobilier. Faut pas déconner. Ça dépend où t'achètes. Moi, j'en connais des gens qui ont été obligés de vendre. Derrière, il y a un autre risque qui est peut-être pas seulement un risque financier d'ailleurs, mais ça peut être un risque, par exemple, d'opportunity cost, par exemple, parce que ton argent est immobilisé, puis derrière, ça te permet pas de t'exposer à autre chose. Ça peut être un impact sur ta mobilité à titre personnel et donc du coup, peut-être professionnel aussi. Donc bref, je pense que de façon générale, peut-être que les gens effectivement perçoivent le marché immobilier comme moins risqué. Et là, je vous invite à étudier l'histoire et aller voir ce qui s'est passé en 2008 parce que beaucoup de gens croyaient ça et ils ont une drôle de surprise. Et après, tu as les marchés actions qui effectivement on se dit ça monte, ça descend et tout. Et alors qu'en fait, si tu regardes même statistiquement, si tu achètes en spot le SP500, sur 20 ans, après, c'est quasiment impossible de faire bankrupt. Pour moi, c'est moins risqué en vérité d'acheter un indice et de jamais toucher à ça que de l'immobilier potentiellement. Totalement. Alors après, totalement. Mais ça, c'est les gens n'ont pas forcément conscience de ce que je conçois en fait avec la finance. Les gens n'en ont pas forcément conscience. Ouais. Que c'est moins risqué. Sur le côté trader versus investisseur, Christian, est-ce que tu veux réagir? Tu te gênes pas si tu as des choses à dire? Ouais, je vous écoute attentivement. Moi, j'avoue que là, il y a des choses qui me dépassent un peu. Chacun ses compétences et ses centres d'intérêt aussi. Non, moi, ce que j'aime revenir, on en avait déjà parlé lors d'un autre épisode, mais finalement, dans tout ça, c'est de se dire, finalement, il n'y a pas vraiment on le sait, on le dit souvent, de vérité absolue. Souvent, la réponse est dans la nuance. Et le truc là-dedans, dans tous les domaines professionnels, mais c'est valable également dans l'investissement, apprendre à bien se connaître, c'est la clé, parce que c'est ce qui va permettre de
de pouvoir composer un portefeuille de type d'investissement qui est en phase avec votre psychologie, donc comprendre sa psychologie. Si on est plutôt sur une psychologie investisseur ou trader, bah on va peut-être pas détenir les mêmes investissements dans notre portefeuille. Que ça soit est-ce que déjà on va aller sur le marché crypto? Si par exemple on est sur une psychologie qui est plutôt, on n'aime pas trop quand il y a de la volatilité, on préfère des choses posées, calmes, bon père de famille, bon bah là du coup on sera peut-être plus sur de l'immobilier ou sur des valeurs refuges. Enfin vous serez plus à même de pouvoir en dire plus là-dessus. Inversement, quelqu'un qui aime justement le risque, etc., bon bah il va peut-être pas avoir les mêmes choses dans son portefeuille. Donc c'est intéressant de se dire, il y a adéquation entre la personne qui souhaite investir, son portefeuille et également sa psychologie. Et pourquoi pas aussi ouvrir à une nouvelle position, une nouvelle posture qui pourrait être créateur, parce que c'est vrai que souvent on parle de être soit spectateur, soit consommateur dans le contenu par exemple, mais ça pourrait être aussi être créateur, donc ça peut donner lieu, après ça va être en fonction de chacun, hein, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont faire de la reprise d'entreprise, ils achètent des entreprises en très mauvais état, ils les rendent plus performantes et puis après ils les revendent. C'est un type d'investissement. C'est un type d'investissement. Et puis il peut y avoir des personnes qui vont aimer le processus de créer, de positionner une idée, de la rendre viable sur le marché. Et puis quand l'entreprise devient suffisamment rentable, hop, ils s'en débarrassent. Ils vont pas forcément avoir ce côté conservateur, garder son petit bébé. Ils s'en détachent et ils la revendent. Donc on peut aussi aller chercher d'autres multiples dans cette idée-là. Dans les crypto-monnaies, il y a typiquement des personnes qui sont investies dans un projet et ils ont créé quelque chose dans le monde et l'univers de la crypto. L'immobilier, pareil, ça pourrait être de se dire, bah, je vais vraiment tout créer de A à Z. Je connaissais des personnes qui étaient dans le milieu, qui avaient des compétences dans le bâtiment, bah, forcément, leur rentabilité était plus intéressante puisqu'ils avaient plus besoin de faire appel à des artisans, c'était tout un ensemble de coûts qui pouvaient éliminer de l'équation. Par contre, on va pas être sur les mêmes aussi niveaux d'investissement. Donc je pense que dans tout investissement et dans toute psychologie, il va y avoir avantages, inconvénients, et c'est important d'en prendre conscience. Tu en as cité quelques-uns, Julien, sur l'immobilier, et pour certains, ça va convenir. Pour d'autres, bah, ils vont peut-être préférer d'autres types d'investissements aussi parce que ils seront plus en phase avec les avantages et aussi les inconvénients. C'est important, pas découvrir le poteau rose par la suite et dire ah mince, mais j'avais pas vu ça en fait au début. Donc voilà, peut-être avoir aussi cette conscience-là et ce discernement-là sur ces différents investissements qu'on pourrait faire. Ouais, non, clairement, la psychologie, je pense que c'est le point clé. D'ailleurs, c'est un gros problème, je pense, autant là pour le coup les traders que les investisseurs, c'est que on peut avoir tendance à perdre foi en fait dans une stratégie qu'on a mis en place. Et je le voyais d'ailleurs, je regardais tout à l'heure une émission et un fonds d'investissement qui disait que pendant 2 ou 3 années, ils étaient en baisse alors que tout le marché montait. Et eux, ils n'avaient rien changé à leur stratégie. Ils continuaient d'appliquer les mêmes règles de recherche de valeur, de gestion de risque, etc. Et en fait, pendant 2 ou 3 ans, ils ont été négatifs alors que le marché était vert. Et c'était surtout aux alentours de 2008 où en fait on avait juste avant 2008, avant le crack, où tu avais des aberrations dans le marché. En fait, il y avait des choses en termes de valeur que certains investisseurs qui regardaient les trucs, qui disaient ça a plus de sens en fait. Mais pourtant le marché continuait de monter. Et en fait, l'année où ça a craqué, et ben le marché était en baisse et ce fonds-là a fait plus que 100% de plus-value. Donc ça a permis de rattraper les 3 années de baisse et plus encore. Et si en fait ils avaient craqué et au dernier moment ils s'étaient dit bah vas-y fuck it, on achète, ça monte et tout. Et ben là ils auraient pris la double claque quoi. Et en trading c'est pareil. Si tu changes de stratégie tout le temps, bah tu perds ton edge en fait parce que ton edge statistique il est valable en fait sur une grande échelle de temps, on va dire sur une grande échelle de temps, sur beaucoup en fait une espérance de gain statistique, pour qu'elle se produise, il faut lui laisser le temps justement de s'exprimer et on dit souvent la règle numéro 1 pour un trader ou un investisseur, bah c'est de rester dans la game, c'est de rester dans le marché, d'où l'importance, et on dit tout le temps money management, c'est même encore plus important que ta stratégie parce que si tu te fais éclater, t'as beau avoir la meilleure stratégie du monde, t'es plus dans le marché, c'est terminé. Merci, au revoir. Reconstruire un capital.
Et merci de parler de ça parce que c'est exactement là où le débat a démarré dans notre conversation Exact. la semaine dernière. C'est sur ce point-là. C'est-à-dire que selon moi, en fait, je vois des informations là sur le marché qui me font dire que, attention, je mets un warning. J'entends des influenceurs crypto, enfin je les vois, je les lis, qui sont très gentils. Je pose pas de jugement de valeur sur ces influenceurs, il y a aucun souci. Je les lis même avec plaisir. C'est des personnes qui ont envie d'aider leur communauté et c'est cool. Et je constate juste qu'il y en a quelques-uns qui commencent à dire, ben moi je m'en vais de certains tokens qui n'ont pas encore performé. Et à côté, sur d'autres conversations, j'entends des mêmes influenceurs qui disent « Oh, je suis pas encore rentré sur les mêmes coins, est-ce que vous pouvez me donner vos top 5 mêmes coins ?» Alors, j'en suis convaincu que c'est une part très relative de leur portefeuille, ou en tout cas, je l'espère. Mais malgré tout, ça me fait faire un gros pas en arrière. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est un peu ce que tu viens de dire là. J'ai l'impression qu'on tire sur la corde, et c'est ce que je disais au tout début sur le marché. Moi, j'ai l'impression qu'on tire sur cette décorrélation, que vraiment les acteurs qui ont de la valeur, et j'ai même envie de parler du premier, c'est Ethereum, qui techniquement devrait être à son ATH Clairement. actuellement, depuis bien longtemps. Je veux dire, le spot a été validé, l'activité on-chain sur Ethereum est là, c'est la chaîne, je crois actuellement, la seule blockchain qui est rentable, c'est-à-dire que elle fait plus d'argent qu'elle n'en coûte en termes de frais de transaction, ce qu'elle récupère. Ça permet d'avoir un système qui est viable. Pourquoi on va sur des projets qui sont encore early, totalement... Alors, je dis pas que c'est pas des bons projets, hein, attention, mais je pense à Solana ou je pense à toute la vague IA. Moi, j'ai cette impression que, comme tu disais tout à l'heure, Julien, l'argent, il est pas frais. C'est pas des nouveaux investisseurs. C'est les mêmes investisseurs que durant le bull dernier. Donc, on n'a pas de l'argent nouveau. Et on s'empile tous parce qu'on a tous eu, je pense, ce contre-coup du bear market. Et j'ai un peu cette impression que les gens veulent se refaire. Veulent se refaire du bear market. Alors oui, c'est bien, super s'ils ont réussi à bien se positionner sur les tokens quand ils étaient très très bas pendant le bear. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose pour ces gens-là. Mais de continuer à dire que ces projets-là vont surperformer le marché, je pense que là, il y a une grosse problématique. Ils vont surperformer certainement le Bitcoin. C'est fort probable. Ils vont certainement performer pendant la high season. Mais je pense que tous les projets délaissés, tous les projets value qui rapportent de l'argent, mais genre vraiment du vrai argent, quand l'argent nouveau va arriver, moi je suis convaincu que cet argent nouveau n'ira pas sur des projets spéculatifs où la dilution de la market cap n'a même pas encore été faite, où on vend plutôt une promesse plutôt qu'un résultat. Moi, je suis investisseur extérieur, surtout des investisseurs qui commencent à devenir de plus en plus, là, on a des personnes qui rentrent sur le marché crypto, ils sont pas des noobs, c'est pas des personnes qui connaissent rien à l'investissement. Ils ont pris le temps à venir sur ce marché parce que c'est des personnes bons pères de famille qui ne risquent pas normalement grand chose. Ils ne veulent pas risquer de l'argent. Donc si j'arrive avec de l'argent sur la crypto parce que maintenant je me dis j'ai un peu laissé j'ai laissé faire en fait les nouveaux qui sont arrivés pour voir les pots cassés, pour éviter les pots cassés moi. Et moi ce que je vais mettre quand je vais mettre mon argent, je vais pas le mettre finalement dans un token qui me promet un x10 alors qu'il a déjà fait un x100. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ouais. En fait, c'est vraiment ce point-là. Du coup, c'est vraiment ce point-là, moi, que je vois et qui me semble important à notifier. Ouais. Alors, une autre différence que moi je notais, puis en fait, j'ai lu ça dernièrement dans un livre. Alors, je sais plus c'est quel livre, parce que j'en ai lu quelques-uns dernièrement, mais il disait en fait,
Tu sais, si on prend un investisseur qui recherche la valeur, c'est toujours pareil, hein. On part de Benjamin Graham qui avait imaginé le personnage Monsieur Market, tu vois, et Monsieur Market, eh bien, pour ceux qui connaissent pas, c'est un personnage un peu excentrique qui vient tous les jours te proposer d'acheter ou de vendre des actions. T'as aucune obligation d'ailleurs, hein, tu peux ne rien faire, mais des fois, Monsieur Marché, bah, il est très triste ou il est très heureux, et là, il va te proposer des prix qui sont assez déconnants, et d'autres fois, bah, il est juste normal, et voilà, c'est des prix normaux. Et en fait, du coup, ça, c'est derrière la fameuse histoire. Est-ce que les marchés sont rationnels ou irrationnels? Et pendant longtemps, on a cru que les marchés étaient rationnels parce qu'on se disait, bah, les gens qui investissent sont des gens intelligents et globalement, bah, quand il va y avoir un excès, on va forcément, un peu comme un espèce d'arbitrage naturel qui se mettrait en place et les investisseurs vont ramener la valeur des choses à leur moyenne. Et sauf que, bah, forcément, c'était bien sous-estimé ou surestimé plutôt la psychologie humaine et en fait tant qu'on est sur des marchés qui sont gérés par des humains, et ben les marchés sont complètement irrationnels et on peut le voir, et je pense qu'en crypto-monnaie plus que dans aucun autre marché on voit ce côté vraiment exorbitant. Mr Market il a fait du crack là, en crypto clairement. Donc les investisseurs qui cherchent la valeur, eux ils vont se positionner dans ces moments par exemple justement où Monsieur Marché il est très triste et là tu dis putain mec tu vois pas la valeur de ce truc là, donc ils vont acheter. Mais si le prix continue de baisser, en fait, dans le livre, il disait, bah, en théorie et selon toute vraisemblance de stratégie, l'investisseur va continuer d'acheter parce qu'il achète du coup un investissement qu'il juge bon, pertinent, qui est sous-évalué par le marché en ce moment. Et donc, bah, ok, le marché ne voit toujours pas la valeur de ce projet, le prix descend et moi, ça me permet d'en accumuler encore plus, encore plus, encore plus. Mais en fait, ça vient, et je pense que c'était aussi partie de là notre discussion, ça vient complètement en opposition avec la règle numéro 1 du trader qui dit achète quelque chose qui monte et sort de quelque chose qui descend. On va dire, on va faire Bien simple, sûr. c'est un trader qui fait que acheter les marchés. Donc sûr. c'est comme s'il n'y avait pas de stop loss d'une certaine façon, ou alors il y a quelque chose qui m'échappe. Peut-être qu'il y a quand même un truc, mais j'ai l'impression que tant que fondamentalement il n'y a pas eu de changement, un investisseur va continuer d'acheter un projet qui baisse en valeur, alors qu'un trader, lui, va plutôt, bah, il va avoir un stop loss technique, il va dire ok, si ça descend plus bas, moi c'est invalidé, je n'y crois plus. Et puis si de l'autre côté j'ai un breakout, j'ai du volume, et ben on est sur des plus hauts historiques. J'ai envie d'acheter parce que je vais trader le flux, je vais trader le momentum et je vais m'exposer sur quelque chose qui monte. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que j'oublie quelque chose? Mais moi, non, moi je suis d'accord avec toi, ton argument est tout à fait juste. Je pense que c'est sûr et certain que le marché est irrationnel, et tu as raison, et c'est pour ça qu'on en est là où on en est. Mais je crois aussi que tu as conscience du fait que il y a des notions, en fait, il y a un moment donné, tu peux pas tirer l'élastique jusqu'à craquer. En fait, c'est ça. Souvent, si je reprends par exemple les subprimes, si vous regardez The Big Short, on voit l'irrationalité humaine. On voit en fait à ce moment-là que tout le monde était cul nu. Il y a Quand la quelques mer se personnes qui retire, ont on vu. voit les gens qui se baignent tout nus. On voit qu'ils se baignent tout nus, comme dit Warren Warren Buffett. Buffett. On voit que tout le monde était cul nu. Tout le monde se croyait le plus fort du marché. Tout le monde était le meilleur. Et t'as que quelques personnes qui ont dit « Eh les mecs, ça pue du cul ». Et quand on regarde le film, on voit, oui, des stripteaseuses qui ont genre 5 biens immobiliers, qui ont genre 5 crédits sur le dos, et qui, techniquement, ne devraient pas avoir cette possibilité-là. Mais ils le font. Et genre, tout le monde, ça leur paraît normal. Et moi, c'est ça que je dis, c'est que là, tout le monde, ça paraît normal. Oui, on peut tirer encore sur la corde. Bien sûr qu'on peut tirer sur la corde. Et bien sûr que le trader, lui, son rôle, c'est de faire de l'argent C'est de pendant que jouer l'élastique là-dessus. qui se tire. C'est jouer là-dessus. Bien sûr, bien entendu. Tout en Mais ayant par un stop contre- loss et être capable de Par sortir contre, sur la voilà, montée. c'est la notion du timing qui est très important. Et là, moi, je pense que le timing technique, en fait, ça sera peut-être potentiellement trop tard de le voir sur le graphique. Je m'explique. Il y a une notion qui me le fait dire, c'est qu'actuellement, on a une pattern de Wyckoff. Je vais pas expliquer la pattern de Wyckoff parce qu'elle est trop complexe. Si vous voulez essayer de la comprendre, vous pouvez aller On peut voir l'afficher là sur sur je l'image pour l'afficherai. ceux qui nous regardent sur Et YouTube. Vous pouvez aller voir Phil qui a fait une vidéo dédiée sur la pattern de Wyckoff. En gros, la pattern de Wyckoff, vous ne pouvez pas sortir techniquement quelque chose de viable sur le marché. C'est trop complexe de trader une pattern de Wyckoff.
Mais la pattern de Wyckoff vous informe quand même d'une notion importante, c'est que le marché est irrationnel et que le marché est émotionnel, on va plutôt dire ça comme ça. Et manipulé. Et manipulé. Mais c'est pas une manipulation, et ça il l'explique bien, c'est pas une manipulation qui est faite par quelqu'un d'en haut. C'est une manipulation qui se fait en fait à travers des multiples acteurs qui agissent de la même façon face à un trigger émotionnel. Tout à fait Et ça, c'est important de le comprendre. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui tire les ficelles. C'est pas ça. C'est plein d'acteurs différents qui agissent d'une certaine manière face à une situation. Et moi, ce que je vois là, quand j'entends par exemple des personnes qui commencent à sortir d'Atom, typiquement, qui est pour moi en pleine pattern de Wyckoff, en fait, là, on voit un point important dans la pattern de Wyckoff qui est le spike baissier, qui peut être soit encore plus bas que le plus bas qu'il a fait pendant le bear market, ou qui peut rester un tout petit peu plus haut. Et on ne sait pas. On ne peut pas savoir où c'est qu'il va aller. Il y a plusieurs variantes de la pattern de Wyckoff et on ne peut pas savoir où c'est qu'elle se positionne. On peut pas parier dessus. C'est ça que je veux dire. Ça te fait pas capoter qu'un projet puisse descendre plus bas qu'en bear market alors que on est en pré-bull run. Moi, ça le truc, c'est que honnêtement, moi, j'ai pas envie d'acheter un truc comme ça. En fait, mais c'est ça le truc, c'est que Wyckoff te dit qu'en fait, ça pue du cul. Ça pue vraiment du cul. Mais que du coup, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que potentiellement, si Wyckoff se valide bien, c'est-à-dire techniquement, il y a beaucoup de tous les signes. Non, parce que tous les signes montrent que le truc est en train de se valider. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on passe de quoi? Des mains fragiles aux mains solides. Au diamond hand. Et là, en fait, on va faire en fait, le marché, c'est ce que tu dis, en fait, sur l'irrationalité du meme coin. En fait, il est pareil sur Atom, mais dans l'autre sens. Et moi, c'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, c'est que là, tu ne peux pas. Et il y en a plein d'autres, hein. Il y a Encore, il y a Link, j'ai vu Livepeer. Des gros projets. T'en as plein d'autres. AAV, t'en as plein d'autres qui sont dans cette pattern de Wyckoff. Et si vous regardez bien, techniquement, les gens sont en train de dire, je vends ces projets-là pour aller chercher de la valeur sur les projets spéculatifs qui n'ont rien proposé. Donc moi, je veux bien. Moi, il n'y a pas de souci qu'on tire sur l'élastique et qu'on profite en tant que trader sur l'élastique pour la hausse. Mais attention, parce que l'argent, en fait, ce qu'il faut comprendre sur ces projets-là, c'est que s'il n'y a pas de valeur qui s'ajoute, et ben l'argent qui a été injecté, c'est l'argent qui va ressortir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'argent. On n'a pas plus d'argent. Donc là, c'est les chaises musicales. Donc c'est le premier qui sort qui gagnera de l'argent. Ouais. Ça, il faut bien comprendre. Tout à fait. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit prêt à acheter plus haut. Qui soit prêt à acheter quand on est sur la valeur. Alors que si on est sur de la valeur comme Ethereum, comme après ça, c'est mon point. C'est moi c'est pas un conseil en investissement, mais moi je le pense pour Atom. Je vois de la valeur dans Atom. Bah, c'est vrai que moi, pour moi, de mon côté, je me dis, bah, s'il y a des gens qui sont prêts à le vendre, moi je suis prêt à en racheter. Par contre, je mets juste un petit bémol par rapport à ce que tu disais qui était en fait, bah, est-ce que je vais en tant qu'investisseur, voilà, c'est ce que je mets un stop loss. Non, mais par contre, en fait, je vais avoir un investissement global, je vais avoir un patrimoine global, et puis je vais dire, bah là, j'ai une poche de cash. Cette poche de cash, normalement, Atom, je sais pas, doit représenter 15% de mon portefeuille. Et ben, quand il redescend à 12%, bah techniquement, je vais devoir en racheter 3%. Si j'ai la capacité d'en racheter, parce que potentiellement, j'ai pas la capacité. Et dans ce cas-là, bah je vais regarder et je vais juste ne pas avoir la capacité de faire quoi que ce soit. Mais je vais pas couper. Je vais pas le faire. Il est déterminé par la taille de position quand tu es rentré sur le token. Bah en fait de base, t'as fait ton money management. De base, t'as fait ton money management et tu pars du principe que c'est zéro quoi. En fait, t'as pas de stop loss. T'es prêt à partir à zéro. Et après, c'est toi qui vois si tu réinvestis ou pas sur ce projet, si tu y crois ou si tu y crois pas. Moi, les valeurs n'ont pas changé. Voilà. Moi, je pense qu'Atom résout un problème du trilemme des blockchains, qui est un problème au niveau de la partie de l'interopérabilité. Qui est essentiel pour la décentralisation en fait de l'écosystème. Sinon, ça va être très complexe d'avoir un système vraiment décentralisé. Et je ne vois pas actuellement d'autres technologies aussi efficientes qui permettent de le faire. Ouais.
Après, je veux juste quand même mettre un petit point aussi, c'est que une autre règle d'or, alors vous l'aurez compris, moi j'ai porté plus la casquette du trader aujourd'hui, même si en vérité je fais un peu d'investissement aussi sur mon portefeuille et dans ma stratégie, et on y viendra après sur une approche mixte, mais une règle d'or du trader justement, c'est d'attendre un signal qui se confirme. Il ne faut jamais anticiper une pattern. Et là, en fait, dans ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui anticipent parce qu'en vrai, ils voient les marchés, ils sont déjà exposés dessus. Moi, je le vois tous les jours sur Twitter. Et là, ils te sortent des graphiques, des parallèles de « Ah oui, mais regarde, le marché a réagi comme ça en temps. » Tu peux toujours trouver quelque chose qui fonctionne. Et en vrai, les gens, ils se trouvent des raisons psychologiques de rester assis sur une position parce qu'en vrai, ils en sont convaincus. Je vois ce que tu veux dire. Ils sont complètement religieux sur le truc et ils disent « De toute façon, je suis là-dessus. » Et ils essaient de se réconforter, ils cherchent exactement un biais de confirmation en anticipant des patterns qui pourraient arriver, comme peut-être, ah bah là tu vois on est dans week off, fait que ça peut encore baisser, mais après ça va remonter. Mais en vrai, un trader, il va attendre la réintégration justement, il va attendre un signal qui soit validé. Et il va avoir une sortie si jamais, ah bah tiens, finalement ça descendait pas. Une sortie de zone d'accumulation. Bien sûr. En fait, moi je dis pas qu'il faut rentrer dans Atom maintenant. Surtout si t'es rentré avant. C'est pas ça que je dis. Et c'est bien. Oui, et puis on donne pas de conseils d'investissement, mais on discute. Non. Et non, mais c'est important ce que tu dis parce que c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est pas ça que je dis. Tu as tout à fait raison. Les personnes qui disent je hold Atom et je suis sûr que ça va aller et puis qui continuent à racheter du Atom, qui rachètent du Atom, ça a pas de sens non plus, tu vois. C'est pas cohérent. Mais par contre, c'est pas cohérent de pas être à l'aise de te dire dans ma vision d'investissement, c'était une vision à 3, 4, 5 ans. Donc pourquoi tu veux couper là maintenant pendant que le bull market commence juste? Pourquoi tu es prêt? Et moi si je repars juste sur les influenceurs crypto qui sont en train de dire bah en fait je lâche Atom parce qu'il y en a d'autres qui vont plus vite. Mais toi, tu le vois comme un signal. En fait. Parce que moi, je le vois comme un signal. Moi, je le vois comme le chiasme, comme le moment où est-ce que la décorrélation va pas s'arrêter et qu'on va revenir sur une corrélation du marché, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir les trucs spéculatifs qui vont commencer à moins performer sur le marché et où on va avoir un retour à la valeur projets value qui devraient. Voilà, moi, c'est ce vision-là. Et j'entends qu'on peut peut-être le voir graphiquement et attendre une valeur. Mais moi, ce que je dis, c'est que potentiellement, avant de pouvoir sortir, si on sort pas au bon moment, on va peut-être se prendre moins 30, moins 40% dans la gueule sur les projets un peu spéculatifs parce que potentiellement, si on n'a pas un stop loss un peu serré parce qu'on se dit, voilà, je veux laisser quand même le marché respirer tranquillement, genre, par exemple, comme là, Injective. Tu vois, Injective, il est remonté à $34, il redescend à $22. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors maintenant d'Injective ou est-ce que je continue? Je pense que c'est typiquement un cas d'école. Je pense qu'Injective va le mieux qu'il puisse faire, c'est remonter sur son ATH, potentiellement de monter un petit peu plus, mais d'ici là, c'est peut-être dans 8 mois et entre-temps, on aura peut-être un Atom qui aura fait un x2, un x3. Et les personnes qui étaient sur Injective, en fait, ils vont se retrouver bloqués parce que leur stop, il est un peu trop large, en fait, par rapport à par rapport à la volatilité du marché. Il est un peu trop large. Et donc, du coup, ils n'auront pas le temps de sortir de ce projet pour pouvoir, finalement, aller miser sur les autres. Ou sinon, il va falloir accepter de se prendre 30% de perte sur son capital. Et ça, je rappelle que pour certaines personnes, c'est jouable, mais pour beaucoup de personnes, ça l'est pas. Parce que 30%, c'est là où ta psychologie, elle commence à capoter. Attention aussi. C'est là où elle commence à capoter. Parce que je veux pas que ça sonne comme quand je dis peut-être les gens qui nous écoutent, quand je parle de trading, je dis pas d'acheter, mettons, le top performer de la semaine à tout prix. On rentre sur une bougie verte tout en haut. C'est pas ça que je dis. Un trader, il se positionne au moment où on a un risk-reward qui est intéressant. Il va se positionner, par exemple, sur une cassure d'une grande zone de consolidation. Donc, typiquement, la fameuse ta séance qui est bien utilisée avec une validation en volume aussi, parce qu'il y a beaucoup de pièges là-dessus et il est prêt à ressortir si jamais on réintègre le range. Et donc, du coup, tu vas te positionner assez tôt et tu vas te positionner sur des projets qui ont de la traction. En fait, on parle beaucoup d'analyse intermarché. Donc, on parlait en début, par exemple, d'épisode, regarder le SP500 et la crypto et essayer de voir un peu les corrélations qu'il peut y avoir. D'ailleurs, Christian soulignait des fois une corrélation négative plus que positive là-dessus. Mais malgré tout une corrélation. Mais en fait, moi, j'aime bien faire aussi de l'analyse intramarché. Donc, je vais regarder dans la crypto-monnaie, dans cette poche-là, finalement, d'investissement,
quels sont les coins. Donc on sait qu'il y a des narratives, il y a des espèces de catégories. L'humain, il aime bien mettre des petites boîtes, c'est plus facile à analyser et à réfléchir. Mais on voit, par exemple, à date, moi sur ce que tu m'as dit, j'analyse en fait, j'ai un espèce de filtre de projets qui m'intéressent. Bien sûr. Donc là, si tu veux, ça va être un peu moins mon layer investissement, c'est-à-dire que de base, je me positionne sur des projets auxquels je crois, parce que quand ça baisse, je sais que c'est très difficile d'être positionné sur un projet qu'on ne croit pas et qu'on a acheté simplement parce que c'est sûr. On l'a vu passer sur Twitter. Mais en même temps, moi, j'ai pas vu, par exemple, que Atom, pour prendre son exemple, pauvre lui, hein, et je l'aime bien Atom, j'ai rien contre ce projet-là. Non, mais je sais bien. Mais j'ai vu que quand le marché corrigeait, il baissait pas moins qu'un Injective ou qu'un Render. Bien sûr. Il baissait autant, voire même des fois, je l'ai vu baisser plus. Donc en fait, pour l'instant, je n'ai pas de métrique de volatilité qui me dit ce projet-là est tellement solide. Tu l'auras pas à la hausse non plus. Tu l'auras pas à la hausse non plus. C'est-à-dire qu'en fait, il monte moins. Donc il baisse autant. Mais il monte moins. Mais quand il va monter, tu t'auras pas la capacité de te dire. En fait, dans ton analyse, tu vois ce que je veux dire, au moment où toi t'attendrais par exemple la consolidation, et tu l'auras pas cette consolidation. Parce que toutes les mains faibles, depuis 5 ans. Toutes les mains faibles seront parties. Non, mais je parle par rapport à l'analyse. Je parle pas forcément d'Atom. J'ai pas ma boule de cristal, mais je parle par rapport à Wyckoff. En fait, quand on regarde Wyckoff, ce qui se passe, c'est que au moment où t'as le spike, après, t'as remonte, et après, tu commences à grinder, mais tu grindes en horizontal, et en fait, tu vas pas retester. Tu vas pas retester les valeurs. Et tu n'as pas, en fait, en fait, c'est comme si là, on était dans un grand range sur 3 ans sur Atom, sur un AV. Et tu peux mettre les bornes, tu vois, t'as un 14-15 $ sur Atom, t'as un 6,50 $ en bas. Et là, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que on va faire peut-être un point bas à 4 $. Franchement, j'ai envie de te dire, ok, tant pis, c'est pas grave. Peut-être que j'ai faux et puis qu'il ira à 0. Et c'est encore une fois, ça, c'est une possibilité qui est ok avec mon investissement. Hein. Je dis pas que ça, c'est pas impossible. C'est totalement possible. C'est même une grande probabilité du scénario. Hein. Ça peut être, je sais pas, peut-être 30 ou 40% que ce scénario-là, il existe. Mais sauf que si tu es exposé à 5 ou 6 projets comme celui-ci, ceux que j'ai cités avant, t'en auras forcément un qui va le faire. Et juste pour finir, du coup, ce qui va se passer, c'est potentiellement, en tout cas, l'autre scénario, ça serait qu'il remonte, il va remonter jusqu'à ces 14 $, et au moment des 14 $, on pourrait imaginer une consolidation à 14, non. Et il va monter direct. Et il va aller à 25, 30, 40, 50, 60 $, et c'est là où tu vas avoir l'euphorie, puis les gens ils vont dire, mais pourquoi on n'a pas vu ce putain de token? Et tout le monde va en parler, et tout le monde va en acheter, et là, la spéculation, elle va arriver. Et là, après, ça va devenir trop spéculatif. Ouais. Après, j'ai l'impression, tu sais, Benjamin Graham, il parlait d'un autre truc que j'aimais bien, c'est la marge de sécurité. Et en fait, pendant longtemps, les investisseurs, ils voyaient la marge de sécurité en mode, j'achète quelque chose qui est vraiment bas. Donc, par rapport à la valeur que je pense qu'il a, lui, il est vraiment plus bas, donc j'ai une marge de sécurité intéressante que même si je me trompe et qu'il ne remonte pas à cette valeur-là, en vrai, je suis quand même gagnant ou au minima, j'ai pas perdu d'argent. Et en fait, j'ai l'impression qu'un trader, lui, s'est décalé, c'est-à-dire que sa marge de sécurité, elle est plutôt sur la hausse potentielle que sur le fait qu'il a acheté le projet très très bas. Parce que par exemple, pour moi, Atom, mon but, c'est pas de l'acheter le plus bas possible. Mais bien sûr. Mon but, c'est de l'acheter quand il va casser à la hausse. Donc d'une certaine façon, s'il sort de sa pattern de Wyckoff, moi, ça va trigger un signal et je vais re-rentrer sur Atom. Alors, je l'aurais pas acheté aussi bas que toi, mais pendant tout le temps où toi, t'étais dessus, moi j'ai fait des petits sur des projets qui étaient en train de monter. C'est ça. Mais après c'est une question d'horizon de temps et de moi je suis timé sur une question de timing. C'est aussi la question de timing, c'est-à-dire que si derrière, alors là c'est bien parce que toi tu as pu investir tout en bas, c'est-à-dire que toi t'es pas rentré sur des bouts de gras sur Injective, t'es rentré à tu vois à 5 $, 7 $ sur Injective. Ouais. Et voilà, et t'as pris des gains en haut, et puis tu réinjectes, et puis tu reprends. Donc tu fais des gains. Donc c'est sûr que soit sur ta performance, c'est correct, mais sur la performance d'une personne lambda qui fait du trading vraiment classique sur Injective, qui a peut-être acheté à 22 $ pour aller rechercher du 30 $ parce qu'il avait ses signaux. Si lui là maintenant il se retrouve bloqué ou qu'il a fait moins 30% et puis que sa psychologie elle capote et puis qu'il se dit finalement Injective ça va surperformer Bitcoin. Finalement je suis investisseur avant. Donc je suis un investisseur donc je garde ma position. Et en fait le mec il va se retrouver bloqué. Puis après il va dire putain je le vends pas. Et puis après il va avoir un Atom à 14 $ qui va casser. Il va dire putain j'ai un signal quand même sur Atom. Donc soit il a des fonds à côté qui va lui permettre de rentrer, soit il va dire sacrifie ma position sur Injective, ou soit le pire c'est qu'il va pas rentrer sur Atom et puis il va garder Injective tout le reste et Injective va peut-être performer un petit peu mais peut-être même pas. Et ça, c'est deux scénarios qui sont aussi potentiels. C'est-à-dire que potentiellement Injective il va à 7 $, à 8 $ et puis il faudra vraiment que la tech soit cohérente pour pouvoir dire que Injective vaut quelque chose. Ou
il va en effet remonter et puis là le gars va peut-être pouvoir minimiser en gros sa perte d'opportunité. Tu vois, tu parlais de perte d'opportunité pour l'immobilier à un moment donné, bah c'est un peu la même chose. Là pour moi il y a une potentielle perte d'opportunité pour les personnes qui veulent rester. En fait, souvent les personnes pensent sincèrement que il va se passer quelque chose de différent. Il va se passer quelque chose de différent. Genre, les choses vont. Cette fois-ci, c'est différent. Donc, en fait, ça y est, les techs, elles ont emporté le game. Les 7 magnifiques, c'est la vie, c'est comme ça. Et ça sera ces 7 magnifiques jusqu'à le restant de nos jours. Et c'est pareil pour l'immobilier, pour les subprimes. Non, mais de toute façon, on peut pas perdre. Les banques sont toujours avec nous, donc t'en fais pas. On va y aller, on va pouvoir s'envoyer to the moon avec l'immobilier. Et là, c'est la même chose. J'ai le même discours sur tout ce qui est memecoin, tout ce qui est IA, tout ce qui est narrative. Et moi, je dis pas qu'il faut pas grinder. Si tu peux grinder, si tu y arrives et que ta psychologie te le permet, c'est très très bien. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont capables de garder une psychologie solide face à ce genre de choses. Ouais. Toi, tu en fais partie, Julien. Mais beaucoup de gens n'en font pas partie. En fait, moi, je pense que en termes de statistiques, tu as 1 personne sur 10 qui est capable de le faire. Je suis d'accord. Nous, je pense qu'on veut apporter avec Trilem. Et je pense que ça va dans le sens que toi tu veux avec les backtests, avec ce côté d'automatisation de son trading, un système éprouvé, et robuste, peut peut-être permettre à plus de personnes d'atteindre cette chose-là sur le trading. Mais encore une fois, ça serait oublier que juste avoir un robot, ça permettrait à quelqu'un d'y arriver. Non, parce qu'il aura quand même sa psychologie et donc du coup, il va falloir qu'il travaille sur quelque chose qui va être polyvalent et je pense que ça va arriver sur la conclusion qu'on voulait, qui est de dire qu'il faut mixer les deux. Il faut avoir à la fois un côté investissement et à la fois un côté trading. Et que potentiellement, pour certains, ça va être 80% de leur portefeuille qui va être sur de l'investissement parce qu'ils peuvent mieux s'asseoir sur leurs mains sur de l'investissement parce que tu as posé des modèles, tu as posé tes mains, tu sais que c'est bon. Ouais. Tu peux te permettre de dire, bah oui, il y en a qui vont aller à la perte, il y en a qui vont aller à la gagne, et c'est OK. Et à côté, tu vas peut-être avoir 20% de trading. Et peut-être d'autres, ils auront un profil beaucoup plus trader, comme le tien, et ils vont dire, bah OK, je vais pouvoir permettre de peut-être me mettre, 30% de mon patrimoine en investissement, et puis 70% en trading. Ouais. Ce qui serait dingue. Et ce que je trouverais ça juste excellent. Si on arrive à faire ça. Ce qu'on dit tous les deux, en fait, au-delà de... Là, j'espère qu'on a pu parler assez des deux profils, investisseurs et traders. Et comme disait Christian, la clé, ça va être vraiment d'apprendre à vous connaître et d'identifier quelle stratégie vous convient le mieux. Parce que dans l'exemple que tu disais, par exemple, pour quelqu'un qui aurait tradé Injective, qui serait rentré et qui finalement aurait décidé, non, je suis investisseur parce que je suis pas prêt à prendre ma perte. Là, donc, ce qu'on dit tous les deux, et on est bien d'accord là-dessus, c'est que l'erreur, en fait, c'est ni de dire je suis un trader ou je suis un investisseur. L'erreur, c'est de changer de stratégie en cours de route. Parce que pour le coup, quelqu'un qui trade, il achète haut, parce qu'il achète sur un momentum. Et en plus, il dit, d'un coup, je suis investisseur, par rapport à quelqu'un qui recherche la valeur et lui a tout fait pour acheter bas, là, tu as le pire des scénarios, en fait. Tu as acheté haut et tu prends pas ta perte. Et donc, du coup, tu immobilises ton argent sur un projet qui potentiellement redescend pendant très longtemps, voire ne remontera jamais. Donc ça, c'est super intéressant. Je pense que c'est une belle conclusion à ça. C'est vraiment ce côté justement de trouver une approche qui nous convienne. Et j'aime bien l'idée aussi des fois qu'on est... surtout quand on parle d'investissement ou de trading, on a tendance, l'humain, à vouloir complexifier les choses parce qu'on se dit, si mon approche est plus complexe, qu'elle demande plus de réflexion, d'une certaine façon, ça va me permettre d'aller chercher encore plus de performance. Mais en fait, plus j'avance dans mon parcours et plus je réalise qu'en fait, c'est les éléments, les systèmes les plus simples qui vont durer le plus longtemps. Donc, ils ne vont pas être suroptimisés sur un moment ou sur une configuration de marché particulière. Par contre, en fait, c'est des vérités qui sont tellement profondes, tellement générales que tu peux très bien vivre avec, en fait. Tu vois, comme par exemple quelqu'un qui achète sur une tendance haussière un retracement. Si tu es convaincu que c'est une bonne approche, que sur du long terme, si tu as un bon money management, si tu es capable de sortir parce que ça se peut qu'à un moment donné, le retracement, finalement, c'était le haut du sommet, le haut du marché. Mais globalement, si tu as des idées qui sont très simples comme ça, que tu as pu backtester sur plein d'unités de temps, sur plein de marchés, et que tu es tellement convaincu au fond de toi, et en fait... Et là, on va pouvoir faire ce qu'on vise, c'est-à-dire d'être ultra consistant sur notre approche et la stratégie qu'on choisit d'avoir. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est un parallèle qu'on peut faire aussi avec les êtres vivants. Je sais pas si c'était nous qui avons échangé sur ce sujet.
Ouais, j'en avais parlé avec les cellules. Les cellules. Ouais. Ouais, que les cellules les plus simples sont celles qui vont vivre. Sont celles qui vivent le plus longtemps. Un organisme qui est complexe, il est un peu particulier et il va peut-être vivre plus que dans certaines conditions climatiques, etc. Dès que ça change, dès qu'il y a du changement, il va mourir plus rapidement ou il va être. On voit peut-être ça chez les chiens aussi, qui sont mélangés ou des bâtards ou quand ils sont pure souche. Ouais. Enfin, bref, non, je sais bâtard, pas. c'est non, bâtard, bâtard, c'est l'inverse. Ça va être dans le brassage génétique. Ouais, brassage génétique, ouais. Mais c'est intéressant, effectivement, de voir que malgré tout, en tout cas, les organismes qui sont très complexes vont dominer, en fait, un certain moment. Voilà. Mais sur le long terme, ça nous ramène à notre horizon de temps. Et en fait, ils ne vont pas bien évoluer. Parce que qui dit complexe, dit difficulté à s'adapter et à évoluer. C'est ça, ouais. Ouais, ils sont suroptimisés au moment donné. On avait dit tellement de choses. Et c'est ça là, toute la difficulté je trouve du trader pour moi. Et c'est pour ça que je trouvais que, parce qu'on avait parlé de la professionnalisation de l'investisseur et du trader, pour moi c'est beaucoup plus complexe d'avoir un trader qui va avoir assez de données, assez de recul sur toutes les données pour pouvoir backtester correctement cette approche. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très complexe comparé finalement à un investisseur long terme. Ou encore une fois, là, on a parlé pas mal de value, mais c'était pas mal en stock picking. On a beaucoup parlé de stock picking finalement, de prendre comme ça. Mais si on revient sur de l'indiciel avec un portefeuille comme Ray Dalio, tu peux faire des backtests sur 80 ans. Très facilement. Et donc, je veux dire, si 80 ans, ça te suffit pas, même si on est d'accord, il y a des cycles encore très très longs et que tu peux te poser des questions sur, c'est vrai que là, Ray Dalio, lui, s'est positionné sur les États-Unis. Est-ce que les États-Unis en superpuissance, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'on n'a pas un marché qui change? Ok, mais rien ne t'empêche de prendre ton Ray Dalio et puis de le mettre sur un MSCI World, comme on disait au début. Tu vois, tu peux adapter pour rendre le truc cohérent et faire des backtests quand même sur 80 ans. Et avoir un système qui est robuste et où, comme tu disais, après, quand tu sais que c'est ok et que toi, t'en es convaincu. Et je veux être bien clair là-dessus. C'est pas on essaye de se convaincre de quelque chose qui est irréel. Non, on essaie de se convaincre parce que notre psychologie, potentiellement, peut nous faire fucker les choses. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que quand t'as des données et des faits, c'est beaucoup plus facile à ton cerveau de partir dans de l'irrationalité, de partir dans une psychologie délirante. Tu vas pouvoir te poser et te dire, c'est ce qu'on disait la dernière fois, te dire, voilà, j'ai des faits, je vais pouvoir m'appuyer là-dessus. Ouais. Et ça, c'est important. Ça, c'est la clé, je pense, dans la réflexion qu'on a actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on... peut-être dernier point avant qu'on clôture, parce que ça fait déjà 1 heure. Merci à vous, si vous êtes encore là, vous êtes patients. Et j'espère que du coup, ce qu'on vous dit vous intéresse. Donc, c'est le moment pour replacer un petit appel à l'action, pour liker cet épisode si vous aimez nos échanges et si vous voulez en apprendre plus. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires aussi si vous voulez qu'on développe un peu plus. On a lancé tellement d'idées. Donc, s'il y a des points en particulier que vous voulez qu'on reparle, laissez-nous un petit commentaire. Ça va nous faire plaisir de faire ça pour les prochains épisodes. Mais donc, du coup, au début, on a commencé en parlant tu parlais du bon père de famille, les gens qui nous écoutent, on va dire, encore une fois, on donne pas de conseils en investissement, mais est-ce qu'il y a une approche plus qu'une autre qu'on peut quand même recommander ou inviter à étudier pour mettre les chances de son côté? Moi, je pense que, et tu seras d'accord avec moi, Ray Dalio, avec son livre Principles, déjà pose des bases qui sont importantes sur l'investissement. Moi, c'est ce que je disais, c'est que en fait, il faut comprendre la différence entre simple, complexe, facile et difficile. Et que beaucoup d'investisseurs, par la difficulté, et Christian en faisait part pendant notre échange, par rapport à la difficulté de ce sac de nœuds de l'économie, ont tendance à vouloir essayer une solution qui va être facile, une solution facile, comme par exemple le trading, qui permettrait comme je disais au début, de ne pas faire fi finalement de toutes ces informations économiques, de dire j'ai plus qu'à regarder un graphique et à regarder des bougies, et du coup ça va être facile. Et en fait on se rend compte que c'est très complexe finalement comme solution à mettre en place. La réponse est facile, mais la solution est complexe. Et c'est comme je pense notre réflexion à nous, c'est-à-dire la réflexion que tu es en train de dire, Julien, avec cette idée de vouloir rendre un système simple. Et en fait c'est très complexe aussi à faire. On l'a bien vu avec nous quand on a essayé de créer notre robot de marché.
très rapidement tu veux suroptimiser, ça devient très vite des questions très complexes pour rendre la chose la plus simple. Ouais. Et ça, je pense que c'est le point qui me semble important d'apporter ici, c'est que il faut bien faire cette différenciation et que tout l'objectif de l'investisseur aujourd'hui, c'est d'essayer de rendre un problème très complexe en petits problèmes simples. Simple à comprendre et peut-être que la réponse sera quand même complexe, mais à minima sera beaucoup moins complexe que le sac de nœuds que c'est à la base. Et Redalio typiquement donne ce type de solution, c'est-à-dire que au lieu d'essayer de se prendre la tête à essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer sur le marché, en fait je vais prendre une patte sur les différentes classes d'actifs du marché, je vais avoir une proportion de cette classe d'actifs qui vont s'auto-compenser parce qu'elles sont anti-corrélées, et je vais pouvoir avoir une performance moyenne avec un risque moyen qui va permettre d'avoir un investissement qui est globalement correct. Voilà. Et ça, c'est comment transformer un problème complexe en un problème beaucoup plus simple. Et avec une réponse qui est quand même assez facile à mettre en place. Tu vois d'ailleurs même un truc que j'ai réalisé en ce moment, vu que je veux faire grossir mon capital, moi je cherche beaucoup l'upside. Donc si tu veux, toute ma stratégie est orientée sur l'upside. Et à la limite, je vis avec l'adversité que je peux avoir sur des baisses et des retracements. Et en fait, Redalio m'a amené une nouvelle idée. En fait, c'est que là, je me dis quand je vais sortir mon argent de la crypto, je vais mettre en place vraiment un portefeuille beaucoup plus équilibré, etc. Et en fait, le premier layer sur lequel je veux travailler, et là, je suis en train déjà d'y penser, c'est que lui, il n'aura rien à voir. Son objectif, ça sera pas de m'exposer vraiment à un upside, mais plutôt de me protéger du downside. Pour dire, ma liberté financière, celle que j'ai pu atteindre à un certain moment, je ne veux plus jamais, par exemple, redescendre en dessous de ça. Et donc, du coup, lui, son seul objectif, c'est de me prémunir de ça. Donc, ça peut être du cash flow. Tu vois, il y a différentes possibilités. Et en fait, je pense que ce serait un peu la clé, finalement, dans un portefeuille, d'avoir une partie qui te protège, un peu comme un bouclier. Et après, tu peux avoir une partie médiane tu vas pouvoir piloter sur différentes typologies de marché. Et là, comme tu dis, dans l'idéal, qui sont un peu décorrélés. Donc, si tu es sur un marché volatile ou si tu es sur un marché lent, qui est en range, etc., lui, tu as une partie de ton portefeuille qui performe et qui fait que tu es bien dans ton truc. Et après, le dernier layer, bon là, c'est la crypto aujourd'hui, mais on verra, ce sera peut-être autre chose dans 10 ans. Ouais. Mais c'est vraiment là, je m'en bats les couilles du downside. C'est déjà protégé par le reste. Risque. Et là, je tape dans l'upside et j'essaie d'aller chercher de la perf, quoi. Et je pense que c'est ça, un bon portefeuille, ça peut être diversifié comme tu viens de le décrire. C'est-à-dire que c'est important d'avoir ces différentes couches parce que, comme tu disais, Christian, chaque investisseur va avoir besoin de nourrir une partie de lui-même. Et potentiellement, on a quand même une partie en soi où on aime bien prendre un peu de risque. Et donc, ça va être cool de pouvoir aller faire joue avec ce risque-là. Mais encore une fois, ce que tu viens de dire est essentiel, c'est comme pour la psychologie de l'argent, Morgan Housel le dit bien, c'est qu'il y a une importance d'apprendre à faire de l'argent, mais aussi à garder l'argent, à savoir la compétence garder l'argent. Et là, ce que tu es en train de dire avec ce portefeuille qui serait en fait minimum low risk, pas beaucoup de pertes de capital dessus, et c'est exactement ça pour moi. C'est apprendre à garder l'argent. Carrément. Christian, tu voulais... je m'excuse, Non, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Et il y a des choses que tu veux ajouter peut-être, pas si ça... avant qu'on passe à la dernière partie. C'est plus une réflexion que je me suis fait en vous écoutant, mais c'est intéressant. On parlait avec sur le dernier échange qu'on avait eu l'occasion d'assister de Yann Darwin. Il parlait d'accélération, décélération. Là, tu parles de bouclier, donc je voyais plus défense, attaque. C'est intéressant de voir aussi cette danse qui peut être faite dans le capital avec les rotations, le management de notre portefeuille, et après savoir timer ça ou trouver un portefeuille qui va être capable de faire les deux en même temps. Mais après, je pense que si c'est peut-être ce point-là que je voulais ajouter, c'est d'avoir aussi conscience que chacun des profils, et après avoir comment on peut se retrouver à nuancer aussi ces profils, comme on disait, pour pas être forcément que dans le blanc ou que dans le noir, qui a pas forcément peut-être aussi les compétences et la psychologie, comme on l'a dit, qui va aller en face. Ça, c'est en avoir conscience. Et puis aussi, en termes de ressources.
temps, énergie, parce qu'il n'y a pas que l'argent en termes de ressources. Il y a votre temps, il y a votre énergie, il y a votre attention. Et typiquement, alors peut-être après, toi, Julien, comme je disais, si c'est dans ta psychologie, ça va te nourrir, ça va te donner de l'énergie et tu verras pas comme une contrainte. Mais j'ai l'impression que, par exemple, sur le positionnement, si on reprend le bon père de famille, comme François, t'aurais pu le faire avec Atom, où tu t'es peut-être positionné en DCA, etc. Ou maintenant, en fait, ton truc, c'est juste d'être solide quand ça baisse et de garder la conviction dans ton projet. Ça va plus être une énergie peut-être psychologique, mais t'as pas à regarder les marchés sans 7 ans. Alors que Julien, t'auras peut-être plus à surveiller quand est-ce que il va y avoir ton signal qui te fait dire que là, c'est potentiellement un bon moment pour rentrer dessus. Donc ça aussi, il faut avoir conscience et sortir sur les autres. Et sortir sur les autres. Donc ça demande aussi, c'est pas le même investissement de temps. Et ça, il faut en avoir conscience aussi, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc oui, on va peut-être chercher plus de momentum, mais ça va demander en échange aussi, d'y mettre plus d'attention, plus d'énergie. Et ça, faut aussi avoir l'emploi du temps qui le permet. Parce que moi, je sais que des fois, je m'étais un peu menti à moi-même de me dire, oui, ça va aller, je vais gérer et tout, mais derrière, c'est que c'est une sacrée, c'est pour ça que je parlais, c'est pour ça que là, moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus une professionnalisation de sa manière d'investir. C'est une charge émotionnelle. C'est vrai que à chaque fois qu'en fait, vu que tu prends plus de décisions. Alors, c'est une décision de ne pas ni acheter ni vendre. Mais définitivement, tu t'exposes à chaque fois à te demander est-ce que j'ai fait le bon choix. Alors que quand t'es investisseur, tu penses une bonne fois et après tu dis maintenant je reste à moins qu'il y ait quelque chose d'obvious qui vient de me claquer la face. Mais effectivement, donc c'est fatigue émotionnelle, ça je peux valider. Je valide ce point-là. Mais après, ça peut aussi te nourrir dans un autre point, parce que si c'est vraiment ta psychologie et que c'est ça qui te nourrit, en fait, dans une autre, tu t'emmerderais. Peut-être aussi, tu vois, ou je sais pas. Et carrément. Ce que tu viens de dire est super intéressant, Christian, je trouvais, sur bouclier et épée d'une certaine manière. Ça fait Pokémon. Bah oui, puis tu sais, des fois on dit la meilleure attaque, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. C'est la défense. Tu vois, des gens qui sont trop en défense ou trop en attaque. Comment trouver ce juste équilibre entre les deux, quoi? Ce que je trouve intéressant, c'est que là, on a parlé d'un portefeuille défense, on a parlé d'un portefeuille attaque, mais sachez aussi qu'il existe des portefeuilles défense-attaque. On pourrait avoir le mix du bouclier et de l'épée qui permettrait à la fois de faire un portefeuille à la fois un peu risqué, mais en même temps défensif. Ça, c'est aussi possible. Donc, je donne aussi cette nuance qui est là. Parfait. J'ai reparcouru un petit peu les notes là pendant que vous parliez. On a abordé globalement tous les points qu'on voulait, sans être complètement exhaustif. Ça serait difficile en un épisode qu'on veut d'1 heure, mais qu'on n'arrive jamais à respecter. Alors, on va conclure du coup avec il nous reste 3 parties, mais ça va aller vite. Je vous rassure. Ça va être rapide. Le premier, maintenant, le fameux coup de gueule, coup de cœur. Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Yes. Moi, pour moi, c'est un coup de cœur. Pour beaucoup d'autres, c'est un coup de gueule, mais c'est l'airdrop de ZK Sync. Donc, ZK Sync, c'est un layer 2 sur Ethereum. Et moi, je trouve qu'enfin, on a un vrai airdrop de l'Akabi, d'Arbitrum et d'Optimism en termes de DYDX et tout, en termes de valeur sur le marché qui a été donné. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la totalité de l'airdrop, donc c'est vrai que pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Parce que j'ai beaucoup bossé sur cet airdrop, j'ai passé énormément de temps, j'ai laissé énormément de liquidité sur le projet. Donc je trouve que je suis récompensé à la juste valeur. Je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas été récompensés et qui gueulent dessus. Je me pose la question si ces personnes-là n'ont pas aussi beaucoup trop joué le côté airdrop rapide à apporter de la liquidité, mais à l'enlever juste après. Et moi, je trouve que quand même, il y a des critères dans le airdrop que j'ai particulièrement apprécié. Typiquement, ça a été un critère comme ceux qui n'ont pas vendu plus de 50% de leur Optimism et de leur Arbitrum après le airdrop de ces tokens-là avaient un multiplicateur. Donc moi, j'en faisais partie puisque j'avais vendu 0% de ces tokens. Donc c'est intéressant, je trouve, la manière dont ils ont abordé l'airdrop. Alors je sais qu'il y a peut-être un souci avec certains comptes qui seraient des comptes robots, des comptes Sibyl. Bon, il semblerait que ce serait pas non plus un pourcentage important de la distribution des tokens.
pas plus de 10% de la supply qui a été distribuée. On a bien un respect du projet sur la supply qui a été donnée et ça c'est cool pour la communauté parce qu'il parle de 66% de la supply du token pour la communauté et là il y a 17,5 et ça c'est l'un des plus gros qui a été donné depuis bien longtemps. Enfin vraiment que du positif moi je trouve personnellement sur ce. Ouais, je trouve que c'est quand même plutôt un fair lunch. Il y a encore beaucoup à arriver, donc pour ceux qui ont envie quand même de jouer l'airdrop, ils ont encore 40% de la supply qui vont être distribuée à travers finalement l'utilisation des différents protocoles sur le layer. Moi, je suis vraiment bullish et je trouve que je suis assez déçu et c'est en même temps assez cohérent vu que tous les airdrops étaient un peu dégueulasses ces derniers temps. Les quelques privilégiés comme moi qui ont eu les airdrops ont pas mal vendu sur le marché, ce qui a fait que le marché pour l'instant price comme tout le marché en plus est en baisse, price le token pas forcément je trouve à sa juste valeur. Bon, c'est pas encore un conseil en investissement dans l'histoire, mais à voir sur les prochains mois quand même comment ça va donner. Voilà. Ok, bon c'était un bon coup de gueule et coup de cœur là pour le coup. Ouais, c'est vrai que les airdrops c'est toute une stratégie. Moi je suis ça de loin, mais je sais que tu avais passé pas mal de temps, donc good job pour toi. Ouais, ça fait plaisir. Comme on dit, félicitations pour ça. Conseil lifestyle, c'est drôle parce qu'on a parlé de Redalio aujourd'hui. En fait c'est drôle parce que aujourd'hui j'ai mon abonnement à Masterclass qui termine. Donc je m'étais abonné il y a 1 an précisément et je l'avais fait pour une masterclass en particulier, c'était Mastering the Market. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est 4 investisseurs. Donc il y a Redalio, je vais essayer de pas écorcher les noms, Meredith Whitney, Joel Greenblatt et Sarah, je pense que j'ai bien écrit, Sarah Klarman, qui sont donc 3 hommes et une femme gérants de fonds. Ils gèrent chacun d'eux, je crois que tous réunis, ils gèrent plus que 150 milliards. Donc c'est pas des petits joueurs. Et alors ils sont d'ailleurs plutôt dans l'approche investing value. Ou value investing. Donc c'est super intéressant. Je vous invite à aller écouter ça si vous êtes intéressé. Ça va un peu aborder des points qu'on a discutés aujourd'hui. Et c'est drôle d'ailleurs parce qu'il y a pas longtemps, j'ai lu un livre qui s'appelle The Little Book That Still Beat the Market. Et en fait, quand j'écoutais l'épisode de Joël, je me disais ah merde, mais je crois que c'est lui qui a écrit le livre. Et effectivement c'est lui qui a écrit le livre parce que il ramène des concepts. Super bon livre que je recommande aussi. Donc voilà, je me suis dit je me le refais avant que mon abonnement termine. Donc je les ai toutes réécoutées là dans les 2 derniers jours. Et vraiment c'est un bon c'est mon conseil de lifestyle là. Je vous recommande d'aller écouter ça. Et puis on va finir avec la citation du jour. Et là Christian, je te laisse la place. Yes, je pensais cette citation de Winston Churchill, je trouve qui peut nous aider dans ces moments un peu de capitulation du marché. Tu l'as bien dit cette fois, pardon. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. En fait, c'est même quelque chose que vous pouvez appliquer. Faut-il voir ces baisses comme un échec, hein? C'est pas un échec. Encore une fois, si vous êtes convaincu de la valeur de ce que vous détenez, c'est juste le marché qui dit qu'aujourd'hui c'est ce prix-là. Mais voilà, en tout cas, gardez le focus. Gardez vos convictions, ou en tout cas, voilà, si vous vous êtes donné un horizon de temps à un moment donné où vous étiez posé, respectez-le. Et vous verrez qu'à un moment donné, de toute façon, si on regarde sur du long terme, hein, des fois, il faut toujours dézoomer, regarder en global. En fait, on a fait beaucoup de bougies sur des bougies avec Bitcoin et finalement, on stagne. Donc, c'est vrai qu'en petite time frame, on a l'impression que ça descend, mais en fait... c'est juste ça. Et c'est intéressant de voir qu'un même prix qui a été atteint avec de l'ambition, de l'euphorie, on est tout feu, tout flamme, et après on atteint ces mêmes prix en chute. C'est le même prix qu'avant où on était tout excité, mais on n'est pas dans la même psychologie. Il y a 2 mois, genre. Et là, on se dit, ouais, mais c'est pas normal. Donc, bref, c'est amusant de s'auto-observer dans sa psychologie dans ces moments-là. Ouais, très bon point et très belle citation, donc très important. Gardez votre enthousiasme. Et ça clôture l'épisode pour aujourd'hui. Merci Christian, merci François d'avoir été présent et surtout merci à vous de nous avoir écoutés. Donc encore une fois, si le contenu vous a plu, je vous laisse mettre un petit like. Pensez à nous mettre des commentaires et le lien est en description si vous voulez rejoindre notre Discord. On est déjà maintenant une petite vingtaine d'investisseurs. Donc si ça vous intéresse de rejoindre l'aventure, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et puis on se voit très vite pour un nouvel épisode de Balado 3.0. Salut tout le monde. À la prochaine.